Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Bienvenue sur Radio Pays, nous sommes dans le grand forum aujourd'hui, c'est le lundi, nous sommes avec Rudy Stephenson et vous l'avez vu sur les réseaux, notre invité aujourd'hui est le député Jean-Victor Castor. Salut Rudy, comment ça va ? Ça va très bien. Depuis la matinale ce matin ? Oui, ça va, on est là, hein. Ouais. On tient le rythme. Ouais, édito, revue de presse ? Oui. Très bien. Et, très dynamique ce matin. Et on redémarre avec, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de politique et on redémarre avec une semaine fortement politique parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de rendez-vous. On reviendra sur le SIOM notamment, on parlera du congrès des élus à venir ce week-end. Et puis, il y a eu aussi une réunion avec Clément Beaune, ministre des Transports. On parlera de tout ça, chers auditeurs, sur Radio Pays, dans le grand forum avec notre invité, député Jean-Victor Castor. Monsieur le député, bonjour, comment ça va ? Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Rudy, bonjour Gilles et puis notamment aux personnes qui nous écoutent. Bienvenue dans le grand forum aujourd'hui. Le grand forum, on va le retitrer « Assumer le choix de l'autonomie » avec le député Jean-Victor Castor. On va lui poser la question également sur ce titre-là. Revenons sur le SIOM dans un premier temps, mon cher Rudy. Oui, et sur cette semaine, en fait, merci à monsieur le député parce que nous avons besoin, je crois, de faire un point assez tranquille, assez long aussi, s'il faut. Hein, on prend le temps. On prend le temps. Pour une semaine qui a été quand même chargée. Une semaine, alors je le rappelle, hein, dans le contexte de Paris, avec le salon des maires, la journée spécifique hein, qui est devenue habituelle hein, maintenant chaque année pendant le congrès des maires, pour les régions d'outre-mer. Ensuite, une série de réunions, d'ateliers, de rencontres, mais surtout une délégation guyanaise d'élus qui s'est formée, bon, vous nous direz comment, hein, et qui s'est rendue à des réunions assez importantes. On en parlera, s'agissant du désenclavement, s'agissant aussi du premier bilan du SIOM qui a eu lieu en juillet dernier, qui a mis en place à peu près 70 mesures, un peu plus, concernant l'outre-mer. Et parmi ces points du SIOM, eh bien ceux qui ont posé problème jeudi dernier. Et puis enfin, on parlera aussi de cette semaine, votre actualité, monsieur le député, parce que vous aurez la restitution, je crois demain, des travaux de la commission de l'Assemblée nationale, développement durable, aménagement du territoire, des travaux qui viennent boucler en fait hein, la mission qui avait été menée ici sur place. Donc ça fait pas mal de choses à voir, Gilles. Et je propose de commencer peut-être, si tu es d'accord, avec une première question, monsieur le député Jean-Victor Castor. Le SIOM, c'est, on en parlait, hein, plus de 70 mesures, mais il y a au moins 17 mesures qui sont clairement au cœur de la mésentente, et là je pense que c'est un euphémisme, de la mésentente entre les élus guyanais qui étaient, jeudi dernier, à la rencontre du ministre de l'Outre-mer, et ces 17 points, on va peut-être pas les détailler, mais juste nous dire, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé jeudi, parce que on a bien compris qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, donc effectivement ça sert à ça aussi. Je vous remercie en tant que média de nous permettre de faire donc ces restitutions, ces bilans. Vous savez que on a vraiment la volonté d'être transparent vis-à-vis de la population. Alors déjà, pour le coup, il y a eu des réunions préparatoires. D'accord. De la délégation guyanaise. Quand on dit la délégation guyanaise aujourd'hui, c'est quoi ? Donc c'est le président de la collectivité, ce sont les 4 parlementaires, donc M. Passion, Mme Finera, Monsieur Passion, on va respecter ensuite Davy Rayman et moi-même, et le président de l'association des maires qui, normalement, statutairement, d'après ce que j'ai compris, représente aussi les présidents des UPCI. Donc, en fait, c'est cette délégation-là. D'ailleurs, il y a un groupe, hein, on en parlait récemment, il y a un groupe sur lequel on peut échanger, un groupe WhatsApp, et puis bon, on se téléphone et on fait le point en fonction donc, des sujets importants. Ok, vous êtes transparent. Et c'est comme ça qu'on a pu donc, faire des réunions de travail pour préparer la réunion avec M. Beaune, mais plus particulièrement pour préparer donc, cette fameuse réunion avec M. Vigier sur le bilan d'étape du SIOM.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est de là que ça part. C'est que dans ces réunions préparatoires, alors, comme on parle du SIOM, je parlerai du désenclavement après, il y a eu des positions qui étaient différentes. Hein, de par les élus qui étaient présents. Certains considéraient qu'il ne fallait pas y aller. Certains considéraient qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide, qu'il fallait y aller. Et d'autres considéraient qu'on pouvait trouver une côte mal taillée, c'est-à-dire écrire notre positionnement, envoyer ça et ne pas y aller, ou écrire, y aller et dire ce qu'on avait à dire et repartir. Enfin voilà, il y avait plusieurs postures. Et en ce qui me concerne, parce que je vais parler pour moi, je pense que Davy pourra expliquer lui les raisons pour lesquelles il n'y est pas allé. Moi, j'ai considéré plusieurs choses. La première chose que j'ai considérée, c'est la séquence politique dans laquelle on est. Et pour moi, la séquence politique dans laquelle on est, c'est une séquence qui est juste, qui prépare le congrès du 2. Oui. Donc le congrès du 2, pour que tout le monde se rappelle bien, c'est la réunion de tous les élus de Guyane, donc l'ensemble des élus de l'Assemblée territoriale, l'ensemble des parlementaires, donc sénateurs et députés, l'ensemble des présidents de PCI et donc l'ensemble des maires. Ça fait du monde. Bon, en termes donc, de représentation politique, on ne peut pas faire mieux, c'est le rassemblement de toutes ces personnes-là. Et on a une responsabilité aujourd'hui, c'est pour ça que la thématique, c'est assumer le choix de l'autonomie. Oui. C'est quelle posture on doit avoir. Pour moi, j'ai considéré que c'était difficile, à la veille d'un congrès comme ça, de ne pas montrer qu'on était solidaires et qu'on était tous ensemble. Alors moi j'étais dans une situation, je vais vous le dire, un peu compliquée, parce que j'aurais pu être solidaire de Davy, qui ne voulait pas y aller et qui a maintenu sa position. Oui. Et puis être solidaire, donc on va dire d'une posture qui semblait être plus majoritaire. Et moi j'ai entendu en tous les cas au moins la position donc du président de l'association des maires, qui nous a dit clairement que lui il n'avait pas mandat des maires pour ne pas y aller. D'accord. Et il représente quand même, à part lui-même, 23 autres maires. Absolument. 21 autres maires. Donc, j'ai pris ça en compte et je me suis dit, ça a duré, hein, parce qu'il fallait que je fasse un point avec Davy, essayer de le convaincre de venir. Bon, enfin bref, mais je pense que Davy va s'en expliquer. Et du coup, moi, j'ai décidé d'y aller. Sur une posture sur laquelle nous sommes tombés d'accord, c'est une posture de clarification politique avec le ministre sur la question du processus de l'évolution statutaire comme priorité, sachant que le SIOM était un prétexte pour le gouvernement pour faire sa communication, et pour nous le SIOM c'était un espace, cette étape du SIOM, ce bilan d'étape, pour redire à nouveau au gouvernement que notre feuille de route n'était pas la leur. D'accord, c'était la question. Voilà. Ce que vous dites là n'avait rien à voir avec c'était pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que pour nous, il s'agissait d'aller dire, vous nous dites, monsieur Vigier, que votre feuille de route, c'est le SIOM. Nous sommes venus vous dire que notre feuille de route, c'est la question, donc notre capacité à avoir accès à nos ressources, notre capacité à avoir la maîtrise du foncier, notre capacité à avoir tous les leviers. Donc cette autonomie avec un pouvoir législatif, etc. Donc je rappelais que vous, c'est-à-dire au plus haut niveau de votre exécutif, c'est-à-dire le président de la République lui-même, qu'il a chargé M. Darmanin, donc il y a plus d'un an, d'engager des négociations avec nous, ce qui a été fait à Beauvau, où tous les élus près de Guyane étaient présents face à M. Darmanin, et que M. Darmanin nous a dit clairement, écoutez, moi je vous propose un processus tel que le processus corse, c'est-à-dire on va dans cette direction-là, vous faites vos travaux, je fais des navettes avec vous, personnellement j'en prends la responsabilité, moi je m'ôtais là, vous savez, j'en prends la responsabilité, et on fera des navettes, M. Carenco ou moi-même, Cayenne, Paris, Cayenne, une fois par mois, on a un délai de 7 à 8 mois, il avait même dit certainement que le président viendra annoncer lui-même ce qu'il aura décidé. C'était prévu en septembre dernier, précisément. Voilà, septembre dernier. Mais je ne sais pas m'engager au nom du président de la République, mais on en a parlé, etc. Et d'ailleurs, M. Carenco, au début du processus, lui-même, nous avait dit clairement que concernant la Guyane, puisque la Guyane avait avancé et avait un vote unanime pour avoir un article propre dans la Constitution, qu'il était prêt à faire un rapport spécifique pour la Guyane à transmettre au président de la République. Entre-temps, vous connaissez tout ça est parti en éclat. Il y a eu une rupture après 2 ou 3 mois donc, de processus, plus de discussion. M. Carenco n'est plus en place, il a été remplacé, et on a maintenant un ministre en face de nous, dit des territoires d'outre-mer, qui nous dit la seule feuille de route que je connais, c'est le SIOM. Et dans le SIOM, il n'y a rien sur l'évolution statutaire. Alors justement, 2 secondes, chers auditeurs. J'ai essayé d'être clair pour que les gens comprennent bien. 2 secondes, chers auditeurs. C'est à vous juste après, je pose la question.
On est d'accord, monsieur le député, que cette idée d'assumer le choix de l'autonomie dans cette réunion, c'était une idée de qui? Est-ce que tout le monde était unanime sur cette posture-là? Voilà, ça c'est ma question. Alors, quand je dis toutes les personnes présentes à la réunion préparatoire étaient unanimes. Okay. Les personnes qui n'étaient pas présentes, alors Davy, c'est la position de Davy aussi, bien sûr, je peux parler en son nom. Bien sûr. Mais les personnes qui n'étaient pas présentes, elles viendront expliquer, etc. Mais grosso modo, quand nous sommes allés dans la réunion face à Vigier, il n'y a pas eu de discordance. Très bien. Très clairement. Les élus étaient ensemble sur ça. Il n'y a pas eu de discordance. Très bien. Juste pour être clair aussi, certains élus ont voulu quand même qu'on aborde les points qui concernent le SIOM, les fameux 17 points. Mais il était bien entendu que la position fondamentale, la position, on va dire, le tronc commun, la position fondamentale, c'était ça. C'est une première, c'est une première là, en termes de posture, mine de rien. C'est-à-dire à imposer un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Et pas n'importe quel sujet. Juste avant, peut-être que comme ça, les auditeurs auront juste un peu de patience, et ce sera complet peut-être sur ce point-là. Sur la question aussi du SIOM, on entend bien parler d'une feuille de route, mais ça a été annoncé comme ça. Clairement, on peut pas accuser à chaque fois l'État de dire tout et son contraire. Ça a été clairement annoncé comme ça. Le SIOM, est-ce qu'on peut aujourd'hui clairement dire que le SIOM est là pour enterrer toute velléité d'évolution statutaire visant une autonomie par un titre spécial dans la Constitution française? Je le dis clairement, monsieur le député. Est-ce que c'est votre sentiment peut-être à vous et ceux qui étaient là-bas? Au moins que ça soit définitif, que ça soit clair pour nous ici. Tu as raison de poser la question. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté dans mon discours politique. Moi, je l'ai dit dès le départ, quand on a commencé à nous parler du SIOM. D'ailleurs, le SIOM, c'est pas une nouveauté. Et le SIOM, ça existait déjà. Sauf que là, il y a toujours eu des comités interministériels concernant les Outre-mer. La différence qu'il y a, c'est que là, on en a fait un objet de communication en réponse à la fameuse déclaration, à l'appel de Fort-de-France, etc. Maintenant, ce sont les tenants. Moi, je ne suis pas tenant de l'appel de Fort-de-France. C'est pas, j'ai pas signé ce document. Je suis pas tenant de ça. Donc, ce sont les personnes qui ont signé ce document-là qui doivent s'expliquer là-dessus. Par contre, ce que je sais, moi, et je l'avais déjà exprimé dès l'annonce d'un SIOM à grand coup de communication en réponse à l'appel de Fort-de-France, j'ai dit que attention, c'est une façon de nous amener dans une impasse politique. Parce que le gouvernement a toujours eu comme discours, nous, on est là pour répondre aux besoins de la population. Si on avait des gouvernements qui avaient comme volonté de répondre aux besoins de la population, je pense que la population guyanaise le saurait depuis très longtemps. Voilà. Donc, on a votre réponse. Auditeur, on prend 2 auditeurs, mettez le casque, monsieur le député, et ensuite on continue, bien sûr. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oui, bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Rudy. Oui, voilà. Bonjour. Oui, alors en fait, j'aurais voulu savoir si, après tout ce qui s'est passé au SIOM et vu de différentes postures, est-ce que le député retournera dans les prochaines réunions du SIOM? Première chose. Deuxième chose, alors peut-être que je m'avance sur l'émission, concernant le foncier. J'aurais voulu savoir si le président de l'association des maires, est-ce qu'il n'aurait pas été possible pour lui, bon, c'est vrai que je ne sais pas lui qui est sur le plateau, mais à l'initiative du député, puisque je sais que c'est sa question, que toutes les communes fassent une sorte de stratégie pour que l'ensemble des communes puissent demander l'ensemble du foncier de leur commune. Et je sais qu'il y a la question du paiement des impôts, mais qu'on puisse proposer à l'État, en échange du non-paiement, enfin d'une dérogation pour le paiement des impôts, s'ils ne peuvent pas nous aider à développer la Guyane, mais qu'au moins qu'on puisse avoir ce moratoire-là, en tout cas ne pas payer les impôts sur une période assez longue. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez noté? Oui. J'ai beaucoup de questions. Allez, on enchaîne avec un deuxième auditeur. 25 76 25. Allô, bonjour. 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 Huguette. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, que les autres papiers français a dit non à qui ça qui le SIOM, s'il vous plaît. Ah, bonne question. Même si Tu as raison. Mais nous tous parlons à l'école. Ok, on va expliquer. Qui ça qui le SIOM. Ah, tu veux savoir maintenant? Castor. Non, il peut répondre. D'accord, ok. Monsieur Castor. Qui ça, quand t'es fait? C'est des députés qui ont tous ces grands moyens-là. Pour ça, ça fait de faciès qui a passé à Rochambeau.
Elles ont qu'elle laissé trop de violence seulement, démerder que sa histoire. Troisièmement, il y a des affaires foncières. Hier soir, moi, à la télé, qui un groupe de monde qui a prêté planter les manioc et toutes les bagailles. Ça m'a été dit dernièrement à notre radio. Faites attention, messieurs, dames. La terre, la Guyane, capati pour certains mondes. Comment se fait-il à Tekouroua, il y a des gens qui gagnent 800 hectares pour une histoire de qui ça de mine. Et malheureusement, nous pas de manioc en ce moment. Nous avons un problème de manioc, machin. Alors, nous prend la terre, on nous comme ça, mais qui la terre nous qui attraper encore? Et puis, mon gars, mon dignité touchée, dit ouais, ça pas de vaille, vient autres café, quand ils ont à la mendicité, d'où vole l'État. L'État vole nous l'or, il nous doit rien, nous au contraire, nous devons rien à l'État. À l'État qui cadeau nous, récupérer nous l'or, et moucher les castors, là où on a tracé une chemin, où on pas arriver au a tracé notre Léon. Maintenant, retournez près de votre peuple pour dire qu'est-ce que vous comptez faire, puisque l'État ne s'entend pas. Et vous savez, l'État pas qui entend nous. Merci. Merci beaucoup. Allez, on s'arrête là pour les auditeurs. Désolé pour les autres, parce que j'avance, je vais même bloquer le standard, au moins c'est honnête. Jean-Victor Castor. Alors, il y a plusieurs questions. Sur la question foncière, on pourrait y revenir. Hein, oui. On a aussi on a un sujet là-dessus. D'accord. Mais bon, je peux répondre déjà rapidement. Oui, bien sûr. Donc, est-ce mot qui est viré moi, j'ai bien expliqué. Vous vous rappelez d'ailleurs que s'il y a quelqu'un qui n'est pas allé du tout aux réunions du président de la République, c'est bien moi. Bon. Et c'est pour les mêmes raisons. Moi, si je suis allé, je vous le dis, c'est à la veille d'un congrès. Je n'ai pas voulu créer de dissidence à la veille du congrès qui aura lieu le 2. Parce que, et j'en profite parce qu'on va en parler tout à l'heure, on n'a pas le droit à l'échec. Et j'en profite pour interpeller tous les élus qui seront présents. On n'a plus le droit à l'échec, vu l'état du pays. Bon. Donc, ce n'est pas à titre symbolique. C'est une responsabilité politique que j'ai intégrée à la veille d'un congrès, partir dans une réunion avec un ministre qui a ce spectre-là, parce que je rappelle que le spectre, il était large. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Vous avez vu que, par exemple, en Martinique, le président de la collectivité a décidé de ne pas y aller. Ça a créé schisme, ça n'a pas créé schisme. C'est un débat martinico-martiniquais. Bon. Et puis, il n'y a pas de drame à traiter le fait que certains élus puissent être absents, etc. Mais moi, j'ai considéré qu'à ce moment-là, à la veille du congrès, qu'il ne fallait pas que je le fasse. Très bien. Bon. Même si c'était ma position fondamentale. Deuxièmement... c'est bien d'expliquer. Non, mais à des moments donnés, on a des choses à suivre. D'accord. Et c'est comme Davy Riemann. Il est à la réunion du président de la République parce qu'entre-temps, il a une autre fonction. Oui, bien sûr. Il est président de la délégation outre-mer. Voilà, c'est normal. C'était compliqué pour lui et je ne suis pas sûr, c'est lui qui va pouvoir vous le dire, si la prochaine fois, il voudrait y aller, même en ayant cette fonction. Vous comprenez, tellement, il a vu, il a constaté que, bon, voilà, c'était pas... Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une première réponse. Alors, la personne me demande concrètement, est-ce que vous irez la prochaine fois? Moi, je fonctionne toujours comme ça. Ça dépend du contexte. J'analyse le contexte politique. Bien sûr. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de cautionner des postures et des attitudes du gouvernement français, mais je suis obligé aussi de tenir compte d'une partie de l'opinion publique guyanaise qui souhaite aussi que les élus soient le plus solidaires possible, qu'on soit en bloc. Qu'on fasse pas la chaise vide. Alors certains la chaise, mais l'idée aussi qu'on fasse bloc. Hein, bon. Donc ça, c'est une chose. Et comme il s'agissait pas d'aller chercher quelque chose au rabais. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis prêt à faire l'unité à la condition que les ambitions, elles soient hautes. Et il y a quand même un travail d'un copil qui date depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai considéré qu'il fallait que j'y aille à la veille du congrès. Deuxièmement, sur la question de l'impôt. La position officielle qui a été tenue jusqu'à maintenant par les maires, alors à l'époque c'était avec M. Carinco, ça a été dit avec M. Vigier lors de la réunion, c'est que les élus ne veulent pas payer l'impôt. Parce que je rappelle que la réponse de l'État, c'est que cette fiscalité reviendra aux communes, sauf qu'il y a quand même 3% donc de frais, etc. Et que sur des milliers d'hectares, ça représente quelque chose. Hein. Et la question du foncier et de la rétrocession du foncier aux communes, ce n'est pas que la problématique de l'impôt.
c'est aussi la problématique de qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il faut cadastrer, c'est un coût, il faut l'aménager, etc. Ouais. Et donc ce sont toutes ces conditions là aussi, de la même façon que pour les agriculteurs, rétrocéder les 20 000 hectares ou même au-delà des 20 000 hectares, comme l'avait dit M. Carinco, c'est une chose. Mais derrière, il y a un agriculteur qui ne peut pas déforester parce qu'il n'a pas les moyens de déforester. C'est extrêmement lourd la déforestation. D'accord ? Je crois que c'est à peu près 5 000 € l'hectare. Enfin, voilà, mais c'est énorme. Donc, du coup, voilà, cette considération-là, c'est une posture qui a déjà été décidée, mais le gouvernement est en train de jouer. C'est pas un sujet qui a été réglé. Mais la posture politique des élus, alors là, l'auditrice dit, allait plus loin, elle demandait au maire de délibérer. Prenez une délibération quelque part, si j'ai bien compris. Prenez une délibération, mais ça, c'est la responsabilité des maires de le faire. Moi, ils pourront prendre une motion à la limite, au stade où nous en sommes. Je vous laisse poursuivre. Mais j'entends, et moi je pense que ce sont les maires en question, ces idées-là qui doivent retenir l'idée. Je vous laisse poursuivre, vous inquiétez pas. Et puis il faut expliquer aussi ce que c'est que le SIOM pour Guéguette. Je le dis parce que c'est un élu de la collectivité territoriale de Guyane qui écrit sur le Facebook Live, pour ne pas le citer, Zatiel Saint-Oris, qui dit: pour avoir assisté à cette rencontre, quand on dit que les élus ne sont pas solidaires, ce n'est pas ce que j'ai vu personnellement. J'ai vu une posture, un discours unanime face au ministre de l'Outre-mer pour lui faire savoir. Il répond à des gens qui écrivent sur le Facebook Live. J'ai vu une posture, un discours unanime face au ministre de l'Outre-mer pour lui faire savoir le mécontentement général de la part des élus de Guyane sur ce SIOM, à ne pas vouloir en parler, mais plutôt de l'évolution statutaire. J'ai vu un ministre mal à l'aise, perdant ses moyens et ayant du mal à s'exprimer. Force à nos élus. C'est signé Zatiel Saint-Oris, qui lui est élu à la collectivité territoriale de Guyane. Ce qui m'amène... Voilà. Il répondait à des commentaires. Je me permets de rebondir sur ce que dit Zatiel Saint-Oris, par exemple, ce qu'il écrit. Est-ce qu'on peut penser, ou espérer pour certainement aussi, que cette idée-là d'être dans des satisfecit, parce que au sortir du déjeuner, excusez-moi de revenir sur les faits, au sortir du déjeuner, on a entendu... Par exemple, M. Serville, mais pas que lui, se satisfaire quand même de l'échange qu'il avait pu avoir ce jour-là à l'issue de ce déjeuner avec Emmanuel Macron. Dit, ça peut être de la communication. Ça peut être de la com. Je pose donc ma question à Jean-Victor Castor, qui me donnera sa réponse à lui. D'autres élus répondront ou pas. Mais moi, j'ose poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser ou espérer qu'on commence à tourner la page à ce genre d'attitude qui consiste à quand même se satisfaire d'un certain nombre de choses j'entends ce que tu dis. Qui, la preuve, jeudi dernier, ont été marquées par une prise de conscience presque, j'ai envie de dire, d'une délégation cette fois d'élus. C'est pas un seul élu, c'est plusieurs élus qui étaient d'accord pour défendre une posture et non pas être dans la satisfaction éternelle. Et ensuite des réponses aussi à nos auditeurs. Alors on va peut-être commencer par le comité, donc le SIOM, c'est le comité interministériel. Conseil interministériel. Alors, donc du coup, cette réunion-là, c'est une réunion donc de plusieurs ministères et qui est arbitrée par la première ministre, donc Madame Borne. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils balayent donc les sujets qui concernent tous les pays sous tutelle. C'est tous les pays. Donc que ce soit les départements d'outre-mer, les DROM là, ou que ce soit donc Du coup, ça fait beaucoup de sujets, beaucoup de pays. C'est une dizaine de pays. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour faire croire qu'ils nous ont entendus, ils ont dit, bon, finalement, le bilan, au lieu de le faire avec tous les élus, tout le monde ensemble, on va faire le bilan pays par pays. Et c'est pour ça que la rencontre qu'on a eue avec M. Vigier, c'était une rencontre spécifique Guyane. Donc il y avait une réunion spécifique Guyane pendant 2h30, 3h, une rencontre spécifique Martinique, spécifique Guadeloupe, spécifique Polynésie, etc. Voilà. Juste compléter aussi sur l'aspect financier, il faut comprendre que le SIOM aussi dispose d'un budget interministériel. Voilà. C'est un budget qui va concerner toutes les régions ou pays, territoires d'outre-mer. Il n'y a pas, Et donc, quand on a annoncé les milliards qu'on a entendus, il faut bien comprendre que c'est pas pour la Guyane. C'est que pour la Guyane. Tu sais que c'est important de dire ça. Les 2 milliards, c'est réparti sur l'ensemble des territoires. Et quand vous avez un fléchage, par exemple, je sais pas moi, sur un sujet très précis, par exemple l'accompagnement des jeunes ou la continuité territoriale, etc. Quand vous avez un chiffre, c'est pour les 10. C'est pour l'ensemble. Tu peux même pas diviser. Parce que c'est proportionnel. Quand tu prends la Réunion elle seule, elle bouffe tout déjà. Bien sûr. Donc en fait, il faut tenir compte donc, de ces éléments-là. C'est normal. On est complet sur le sujet. Voilà. Alors ça me permet donc peut-être pour essayer d'être cohérent. Je reviens sur ma question, Jean-Victor. Oui, mais je vais répondre. Comme on est sur le SIOM, je voulais simplement dire que il y a une position de principe qu'il faut qu'on ait. Et je pense que petit à petit, ça fait son chemin. Davy et moi, on essaie de l'inscrire comme élément essentiel. Et c'est pour ça qu'on dit, soit vous voulez le faire,
soit vous ne voulez pas le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, laissez-nous faire. Bon. C'est quoi la position de principe? Dans le cadre des projets de loi de finances, c'est-à-dire PLF, et quand il s'agit des problèmes de santé, etc., le PLFSS, si on reste dans ce cadre-là, on n'aura jamais le financement nécessaire pour faire quoi que ce soit en Guyane. Tellement les défis sont grands. D'accord? Il faut être clair, en fait. Ça veut dire qu'il faut que la Guyane bénéficie d'une loi de programmation particulière, spécifique, qui soit étalée effectivement sur plusieurs années, où on acte le principe, la Guyane a un retard qui nécessite un projet extrêmement ambitieux en termes d'aménagement, que l'État doit accompagner. Et donc, du coup, effectivement, ensuite, ça va se traduire dans le projet de loi de finances du gouvernement, chaque année, dans son exercice budgétaire, mais avec un chapitre particulier pour la Guyane. Tant qu'on n'aura pas obtenu ça, messieurs, arrêtez, ce sont des miettes, on va faire du saupoudrage, et c'est pas ça qui va nous permettre de trouver les clés du développement. Et ça s'est déjà passé pour certains pays. Par exemple, la Polynésie, à un moment donné, quand il y avait Gaston Floss avec les essais nucléaires, il s'est négocié avec Chirac à l'époque. Il avait 100 milliards de francs, c'était en francs à l'époque, chaque année, etc. Et bon, ça a été maintenu, ça a été prolongé, etc. etc. Donc, en fait, ça a été acté comme ça. Et nous, on a soit besoin de ça, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, un partenaire, entre guillemets, intelligent, mais ils ne seront pas intelligents parce que ce n'est pas dans leur ADN et qu'ils ont des rapports avec nous, ils sont des rapports de domination. Soit, effectivement, on acte le fait que, mais de toutes les façons, ils ne vont pas le faire. Et là, ça revient aux collectivités et bien sûr à nous en tant que parlementaires aussi, d'avoir une posture où on décide, comme ça c'est décidé par exemple aux États généraux pour le désenclavement, s'ils ne veulent pas faire, nous allons faire nous-mêmes. D'accord. Avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire que ce qui est intéressant. Et ça, il faut comprendre. Il faut comprendre que ça nous ramène, je le dis clairement, politiquement, ça oblige certains élus politiques à revenir à la posture que certains élus d'avant avaient. C'est-à-dire que quand l'État ne veut pas faire, on fait nous-mêmes. On n'est plus dans une logique de gestion, de collectivité. Je suis content, je suis excédentaire. On ne demande plus. Voilà. Alors, monsieur le député, il va répondre à la question. Ça veut dire, Gilles, ça veut dire qu'on transgresse, ce qui est prévu dans on va dire, dans la norme, dans la réglementation de la fonction. C'est-à-dire que moi, j'ai dit que j'allais être un député hors cadre, mais il s'agit que d'autres élus, dans leur fonction d'exécutif, aient cette posture-là. Alors, justement, Rudy, on y est. C'est important parce que vous faites presque, enfin pas presque, de la pédagogie là pour nos auditeurs et je trouve ça vraiment bien. Ce que j'avais envie de dire par rapport à la question de Rudy, le député Castor, il a une posture, il a un état d'esprit, il a une façon de fonctionner, il a une vision. Tous les élus n'ont pas la même posture que Jean-Victor Castor. J'ai presque envie de dire, petit à petit, step by step, ça va faire son chemin. Je veux dire, ceux qui n'avaient pas cette posture-là avant, peut-être l'auront demain parce qu'ils vont comprendre qu'en tourneront. En fait, l'idée, c'est empêcher de tourner en rond. Peut-être que Rudy est frustré parce qu'il estime que je n'ai pas tout à fait répondu. Non, mais voilà, moi, je dis ça. Je comprends la réponse. Tu vois, simplement. Chaque individu n'est pas fait de la même façon. Sauf que là où je peux rejoindre aussi, d'ailleurs, Jean-Victor Castor, qui l'a dit lui aussi médiatiquement, et qui le porte, Davy Riemann et pas que, il y a une situation qui impose effectivement à la classe politique, mais pas que, à la classe économique aussi, par exemple. Tout le monde en Guyane, de pouvoir et comprendre que le changement, c'est fini. On ne peut pas se satisfaire, on ne peut plus se satisfaire. C'est ce que j'ose me permettre de dire, Gilles, dans le grand forum. Non, mais tout va bien. Ça n'engage que moi. Mais tout va bien. C'est pour ça que je pose la question maintenant aux députés qui répond et j'entends, mais et je vais finir là-dessus. Il y a un congrès qui arrive le 2. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore parlé de ça. Ce congrès-là, c'est une date importante aussi. Tous les élus, vous l'avez dit, seront là. Le 2, il faut arriver à sortir quelque chose du 2, mais on a toujours eu ce problème de posture jusqu'à présent de congrès en congrès. Parce qu'on peut tomber d'accord, comme ça a été le cas en mars 2020, me semble-t-il. Je me mélange un peu les pinceaux. Ok, on était d'accord sur un principe, on n'était pas d'accord sur une posture. Et aujourd'hui, la posture, je suis désolé, je pense que c'est important, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on est d'accord certainement, Jean-Victor Castor. Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, on a une habitude, je l'ai déjà dit ici, de parler au nom des ministres. Mais les journalistes doivent interroger les ministres doivent dire ce qu'ils ont dit. Absolument. Moi, je préfère dire ce que nous, on a dit. Ce qu'on a été exigé au nom de notre population. C'est ça qu'on doit faire.
je pense aussi, et je l'ai toujours dit, que c'est une faute politique à la sortie des réunions, vu l'état du pays, vu l'état de conscience des gens, parce que les gens ont compris que l'État ne veut rien faire. Donc ça ne sert à rien, même si on a des accointances, etc., de sortir d'une réunion et de dire « Oui, je pense que tel ou tel, notre interlocuteur a compris, il était attentif. » Il ne faut plus faire ça. Et je le dis même aux jeunes élus qui continuent à faire ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. D'accord ? Je le disais en off tout à l'heure, on va parler de M. Clément Beaune. Moi, j'étais là à la réunion. Mais on nous a demandé de faire une photo. Vous ne me voyez pas sur la photo. Le ministre m'a dit, monsieur le député, etc. J'ai dit, ne faites pas de photo. C'est pas pour une question de principe. Qu'est-ce que je lui ai dit? Monsieur le ministre, je ferai la photo quand on arrivera au résultat. Quand on aura désenclavé. D'accord? Bon, et ce n'est pas pour mettre en difficulté les autres élus politiques. Hein, je veux bien le dire. Chacun assume. Mais en fait, à un moment donné, il faut décoder les choses. Hein. Il faut sortir de certaines attitudes qui, de toutes les façons, nous ont fait du mal. Parce que ces gens-là, il faut le dire clairement, ces ministres-là, ce gouvernement-là, et puis même cette administration d'État, ils ont l'habitude de faire, ils savent faire. Ok, Jean-Victor Castor fait passer un message. Donc, fait passer un message aux élus. Donc moi, alors, ce que je veux dire, c'est que moi je n'ai pas d'exigence. Chaque élu fait comme il veut, etc. Oui, bien sûr. Mais moi, je veux expliquer à la population et être conforme à ce que j'ai dit pendant ma campagne électorale. Et ça ne veut pas dire que je n'ai jamais fait de photo avec des ministres, etc. Mais quand on est sur des sujets qui sont des sujets stratégiques, fondamentaux, où le cap doit être clair. Attention à ce que vous dites et à votre poste. Les résultats d'abord. Hein. Il y a des auditeurs. 25, 67. Alors peut-être qu'il y avait 3 questions qui arrivaient. Alors, on répond vite. C'est un peu en décalage. Allons-y. Alors, sur le délit de faciès 100% contrôle, bon, moi je suis en permanence. Vous savez que je travaille avec Davy Rayman. Je suis en permanence là-dessus. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a rien de fait. S'il y a eu une confrontation, on va dire, même sur les médias publics, au niveau de la justice, etc., c'est bien entre M. Davy Rayman et le préfet. D'accord ? Et moi, j'ai toujours été solidaire de Davy. On a fait, y compris dans les meetings, on en a parlé, etc. Il y a eu des cas précis et Davy Rayman a annoncé très clairement qu'il va poursuivre sur le fond. Oui, il a porté plainte. Hein, qu'il va saisir. Voilà, il est sur le fond. Laissez-le travailler avec ses avocats. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Il ne faut pas dire que les députés. Voilà. Il faut pas dire ça. Ok. Très bien. Bon. Deuxièmement, d'autant plus que moi-même personnellement, moi, j'apprends qu'il y ait raché mon Ah non, sérieusement, il était empêché mon parti. Hein. Bon, donc. Pas au même titre que les gens. Oui, bien sûr. Et j'ai pas besoin de dire que moi je suis député, etc. Bien sûr. Mais moi j'ai récupéré mon passeport en leur disant bon, vous cessez vos conneries, etc. Parce que ça suffit, quoi. Bon. Et en même temps, c'est un sujet qui est délicat, hein, parce qu'on veut effectivement lutter contre cette question-là. Et Davy a rappelé que non seulement son amendement n'a pas été suivi des faits, soutenu par le gouvernement, mais par ailleurs, la revendication des Guyanais pour qu'on sorte de cette mesure qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser de scanner en Guyane, etc. Bon, mais il faut arrêter. Bon. Et quand ils veulent, ils savent déroger. On est d'accord. Ensuite, sur le litige foncier, donc le sujet qui est apparu à Kourou, simplement pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est que des litiges fonciers, ce matin encore, avant de venir, j'étais sur un problème de litige foncier avec une habitante d'une personne qui a fait des demandes, qui a des problèmes, etc., où on met systématiquement donc, le domaine en conflit des personnes les unes contre les autres, des associations les unes contre les autres, des socioprofessionnels avec des personnes privées, des socioprofessionnels avec le monde agricole. Enfin, on ne fait que ça, en fait. Donc, quand je parle de chaos par rapport à la gestion du foncier, ben oui, c'est un combat. Est-ce que ce combat-là, il est facile? Attention, on n'est pas là non plus en tant que responsable politique pour faire croire aux gens que ce sont des situations qui étaient tellement complexes qu'on va pouvoir les régler en 2 jours. D'accord? Donc, moi, je suis là aussi pour dire que c'est pas la mobilisation simplement non plus, et je le redis ici, du député Castor sur la question foncière, et c'est la mobilisation de tout le monde. C'est la mobilisation de tout le monde. Parce que c'est un préalable. Ça, c'est une posture et un positionnement de mon parti politique depuis sa création, le préalable foncier. 25, 76, 25. 2 auditeurs seulement. Alors, on prend par 2. Il y avait une dernière question. Les 2 auditeurs ont raccroché. Il y avait une dernière question. Il y avait une dernière question aussi. Position par rapport à l'État. Est-ce qu'on va continuer à retourner? En fait, là, je suppose que l'auditrice insistait sur le fait que, bon, à un moment donné, il faut appeler à la mobilisation. Je pense que c'est ça, en fait. Hein, c'est le peuple, à un moment donné, etc. Ça revient à la question de la posture. Moi, comme je le dis, le rapport de force, il est multiforme. Il faut l'installer partout, d'accord? Et du coup, on l'a dit lors des 2 derniers rassemblements,
on reviendra vers la population après le PLF et le PLFSS, qui est aujourd'hui fait son véhicule législatif. On sait très bien aujourd'hui, à partir des éléments qu'on a, que oui, c'est acté, puisque c'est le 49.3. Que c'est acté, voilà, que c'est acté. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on doit retourner vers la population par rapport à la feuille de route que nous avons proposée à la population. Et on le fera parce que chaque fois que nous avons pris des engagements, nous les avons respectés. Oui, Rudy. Pour faire aussi la transition sur le congrès. Sur le congrès, mais on a aussi à aborder encore une rencontre importante, parce que là on va reparler quand même avec du désenclavement. Mais j'ai presque envie de dire, bon, on aura rendez-vous avec vous, Jean-Victor Castor, samedi, pendant ce congrès des élus. Est-ce qu'on peut juste conclure peut-être ce point en se disant... La réunion. C'est le sentiment que j'ai, vous me direz si je me trompe, on est quand même arrivé aujourd'hui, peut-être, à ce qui est une feuille de route de l'État, le SIOM, au travers de ce SIOM. Et puis, quelque part, la feuille de route guyanaise, on l'a compris, l'évolution institutionnelle, est-ce que ce rapport de force doit être clairement aussi à l'ordre du jour samedi? Ok, pour le congrès des élus. C'est une question très claire. Faut-il aller créer ce rapport de force politique et l'acter lors d'un congrès où il y aura tous les élus? Alors, vous savez, dans la vie... En mettant mal à l'aise tout le monde, peut-être. Ou certains. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, à un moment donné, il faut être capable d'avoir de la clairvoyance politique. Moi, je ne dis pas que je l'ai. Je dis simplement, je pose sur la table, dans le débat politique, un certain nombre d'éléments. Est-ce que oui ou non, la Guyane, aujourd'hui, peut rester dans le statu quo? Je pense qu'on peut dire tous, ici, non. C'est ce qui a été dit à l'unanimité, me semble-t-il. Donc, on voit un pays qui s'effondre, on ne peut pas rester dans le statu quo. Maintenant, on va où? Et chacun peut avoir une position du où c'est quoi. Je pense qu'après autant d'années de débat, qu'à un moment donné, on peut tous, en responsabilité politique, dire qu'il faut oser le changement. C'est-à-dire, face à un État qui est immobile, qui est laxiste, orpaillage illégal, pillage de nos ressources halieutiques, etc. 3, qui est initiateur même de division de la population, qui est initiateur d'une démarche d'administration qui crée de l'insécurité permanente. Aujourd'hui, le secteur économique, le monde de l'économie guyanaise est harcelé par l'URSSAF. Vous le savez, on est en situation post-Covid et il y a un durcissement des mesures contre les entreprises dans un tissu économique qui est déjà extrêmement fragile. Ça veut dire que dans un territoire où on s'appauvrit à vitesse grand V, l'État, volontairement, casse des entreprises, casse des filières économiques et attaque toutes les entreprises, même quel que soit, c'est pas que le primaire, pas que les secteurs primaires, y compris dans les secteurs des services. Il n'y a pas gain de temps. Oui, l'URSSAF est très agressif particulièrement, en ce moment. Et particulièrement, oui, ça a été la thématique du Absolument. MEDEF. Et particulièrement, il ne faut pas avoir peur de le dire, particulièrement contre les entreprises guyanaises, les entreprises locales. Quand je dis entreprises guyanaises, les entreprises locales. D'accord? Parce que les grandes boîtes, ne vous faites pas d'illusions, elles sont protégées. D'accord? Bon. Donc, c'est une donnée qu'on doit avoir à l'esprit. Et je vais plus loin sur les aspects purement politiques. Parce qu'on n'en a pas parlé. Vous savez qu'on a... J'ai dit à mon collègue Fred Maillot de La Réunion, et en blague, je lui ai dit, toi, tu as mis en grand victoire concernant l'article 55 qui a été retiré par M. Darmanin. Oui. Si vous permettez 3 minutes. L'article 55 pour Allons-y, et ensuite deux auditeurs. Pour aller vite sur l'article 55. Allons-y. C'est le retour au pays. Vous avez donc une aspiration profonde du retour au pays. On demande à l'État d'accompagner le retour au pays. L'État dit, pas de problème, nous on met 20 millions, alors c'est du pipi de chat, mais on met 20 millions, 22 millions à peu près, on met ça sur la table et on actionne. Donc ça c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'exposé des motifs, etc. Quand le texte apparaît, on voit que finalement, ils ont rajouté que les métros, faut dire le mot, les métros ont la possibilité de bénéficier de cette aide aussi, s'ils décident de venir en Guyane, ou de venir en Martinique, ou de venir à La Réunion. Oui, d'où la levée de bouclier qu'on a suivie. Donc, imaginez-vous bien, même des députés qui ne sont ni indépendantistes, ni autonomistes, ni etc., vu la situation de leur pays en matière de chômage, etc., c'est dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Et on a réussi à faire front, au point que le ministre, dans La Réunion, écoutez bien ce que je vous dis, M. Darmanin, ce qu'il a dit dans cette réunion. Je ne sais pas d'où sort ce texte.
Parce bon, lequel texte n'est pas passé, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'actualité, oui. Le texte proposé, l'amendement qui a été proposé, je ne sais pas d'où ça sort. C'est un amendement du gouvernement, je ne sais pas d'où ça sort. Et je me chargerai de savoir d'où ça sort. Ça, ce sont leurs batailles internes. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans, mais pour l'anecdote, c'est important d'entendre que le ministre nous a dit ça quand on était face à lui. Deuxièmement, il faut savoir que donc, le ministre nous dit, dans la réunion, écoutez-moi bien, moi, je suis prêt à retirer le texte et dans les secondes qui suivent, je fais un tweet et je dis que je l'ai retiré. Ben, quand je parlais de clairvoyance tout à l'heure, je cherche toujours à savoir est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche. Monsieur Darmanin devait, dans les heures qui suivaient, partir en Nouvelle-Calédonie dans une situation extrêmement tendue où il n'a aucun accord de certains acteurs c'est juste pour reclarifier la situation pour nos auditeurs. Absolument. Ils ont fini le cycle des négociations avec la Nouvelle-Calédonie et c'est un échec. Donc, c'est un échec. C'est pour ça qu'il faut tout recommencer. Et donc partir avec ce fameux article 5 là-bas, sur le territoire, où l'article consiste à permettre un peuplement par des personnes qui sont d'origine métropolitaine dans nos territoires, c'était malvenu. Bien sûr. Donc, moi je pense que M. Darmanin a saisi l'opportunité. Est-ce qu'il l'a fait volontairement dès le départ? Est-ce qu'on est dupe d'un jeu ou est-ce qu'on ne l'est pas? Je ne sais pas. En tous les cas, ça aurait fait très mal à nos pays et le Front commun a permis, en tous les cas, de l'enlever. Je ne sais pas si c'est provisoirement. Moi, en tant que vous connaissez mes positions fondamentales, ce que je sais, c'est que cette volonté, elle demeurera parce que c'est une volonté qui est historique de toujours continuer à faire des personnes rentrer dans le pays. Auditeur, je t'assure, on continue. 25, 76, 25, on en prend un, deux comme ça et un bloc ensuite. 25, 76, 25, allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour, Bébert. Oui, ça va, bonjour. Ça va. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, Bébert. Ça va. Alors, mais mon la cheveux. Ben écoute, je dis monsieur le député plus force, puisque je tiens à préciser que lui et David nous a accompagnés, nous, le transporteur, dans le domaine du foncier, puisqu'il le défend bec et ongle depuis même avant qu'il soit député, je le rappelle. Et on tient à le remercier, tous les deux, pour cette force qu'il nous donne. Et aujourd'hui, les entreprises patrimoniales pouvoir avoir un peu de foncier pour mettre leurs entreprises, leurs sociétés, etc. Voilà. Et alors, il a dit une chose qui est vraie. Et ça, je pense que nous, dans le monde économique, alors je ne parle pas du MEDEF, parce que pour moi, le MEDEF, c'est un monde économique à part, et nous, dans le monde du transport, c'est autre chose. Il faudrait foutre un coup de pied dans la fourmilière concernant l'URSSAF et le récit. Parce que c'est vrai que je ne vais pas prendre ce qui s'est passé pendant le Covid et après le Covid, d'où on a massacré les petites entreprises patrimoniales guyanaises. Et je tiens à préciser qu'il y a 85 entreprises guyanaises aujourd'hui, y compris BTP et Transport, qui sont en liquidation à l'heure actuelle. 85, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Gilles, ça va aller plus parce que je vous donne rendez-vous en 2024. Sachez qu'une chose, alors il a parlé de l'URSSAF, effectivement, qui est un gros poids pour nous parce que nous, on ne nous fait pas de cadeaux, c'est-à-dire tu rentres pas d'argent, il faut payer. Et on sait très bien que les grands fournisseurs nous paient, il y a des retards de paiement considérables. Donc tu comprends bien que quand nous, les petits, nous sommes payés 120 jours après, et alors que nous sommes mensualisés tous les mois, et il faut payer les charges sociales, et qu'on n'arrive pas à le payer parce que les fournisseurs ne paient pas à temps, malgré la loi Sarkozy qui dit qu'il faut payer 30 jours de délai, tu vois bien qu'aujourd'hui, que les entreprises guyanaises sont en train de couler, mais énormément. Et moi, je ouvre une parenthèse. Et dernier sujet. 2 minutes. Pas trop. Une minute, allons-y. Il faut dire que je n'ai pas compris le MEDEF, le comportement du MEDEF, qui a invité un ministre, Michel Sapin. Un putain de ministre de Michel Sapin, dont on a mené la grève en 2017, qui était ministre de l'économie et des finances, et qui vient aujourd'hui, qui font des dîners à 75 €, qu'il faut payer un dîner, et qu'il faut payer 150 € si on veut avoir un rendez-vous avec eux, 150 €. Et quand on va expliquer la problématique, on nous dit, il faut prendre notre rendez-vous, ça va vous coûter 4 000, 5 000 €. Bon, je ne vais pas débattre sur ça, mais en tout cas, le député a raison quand il soulève le problème de l'URSSAF, du RSI, etc. Nous sommes matraqués par ça. Mais comme il y a beaucoup d'auditeurs,
Il y a autre chose que je voudrais dire, hein, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres auditeurs, par respect pour eux, je leur laisse la place. Merci Bébert. Merci, on en prend juste un dernier parce que ensuite je bloque total. 25 76 25, allô, bonjour. Allô? Baissez le volume de la radio et allez-y. Oui, François. François, allons-y. Allons-y, François. Oui, alors moi, je voudrais juste te dire, est-ce que nous ne sommes pas, c'est une question, hein, chers députés, les deux députés, je trouve extraordinaire, comment ils se battent pour le pays, mais on a l'impression un petit peu, c'est une question que je pose, nous ne sommes pas un peu trop dans le système régalien, et puis que nous ne sommes pas suffisamment solidaires les uns les autres, et qu'on a vraiment l'impression que la France se fout de nous, quoi. Merci François. 25 76 25, allô, bonjour, le standard explose, c'est pour ça. Allez, attends, je bloque. J'ai un vieux document de mon camarade de Kota, un document sous Manioc. En tout cas, si tu tapes sur Google FRA 11069, alors un document sous élection législative de 1898. Alors maintenant qu'à fini comme ça, que le Conseil général s'est décidé à demander l'autonomie de la Guyane afin de gérer ses intérêts financiers comme elle l'entend. Et surtout en vue de venir en aide de nos communes rurales si sacrifiées. Aaron Lett à Gustave Fanconi qui était député. Très bien. Déjà député en 1900. C'est-à-dire que toute problématique qui a parlé là, c'est déjà existé depuis 1998. Très bien. Alors, on passe au quota. Ça passe sur Google FRA 11 069. Peut-être que tu vas sur le document PDF. Très bien. Merci pour l'info. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Merci pour l'info. Ah, quand même un peu. La mauvaise nouvelle, c'est même avant, 1898. Bah oui. 25, 76, 25. La vie, c'est un éternel recommencement, les amis. Ouais. Dernier auditeur. J'ai bloqué le standard à l'instant. Allô, bonjour. Allô? Allez-y. Alors, bonjour, monsieur Vernet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, alors, il y a cela à peu près 10-15 jours, vous avez reçu le DRS ou le DCR de Tonat Makouria. Ah oui, le directeur directeur général des services. Ouais. DGS. Voilà. Le DGS, oui. Farouk Amri, oui. Voilà. Et nous avons monté un petit groupe, là. Nous sommes déjà près de 100. Oui. Pour porter plainte contre notre maire. Maire de quelle commune? Mais de tous les maires, en fait. Ah. Oui, ça veut dire que quand j'ai un accident sur la commune de Rémière-Montjoly, Monsieur Plénette est impliqué dedans. Et pourtant, j'aime Monsieur Plénette. Mais c'est pour avancer. Le manque d'éclairage, du marquage, voilà. Mais excusez-moi, vous allez porter plainte contre les maires uniquement ou contre l'État? Alors, mon capon en créole, maire, moi voter pour l'IA. Oui. Maire de mon commune. Et comme ça, mon maire de mon commune, forcé de porter plainte contre l'État, tribunal. Ah, c'est ça la stratégie. D'accord. Tu comprends? Oui. Mon maire, Jules Adelson, mon maire, M. Labrador, mon maire, M. Plénette, mon carreau d'un souillé chemin, mon un accident, il n'y a pas de lumière, pas de marquage, mon capoté plainte contre maire. Il y a un accident aussi qui est mou. Pas de infrastructure. Mais ça parlait de dire que moi pas content nous maire. Oui, mon content y est. Mais pour forcer pour y taper plus fort Okay. Pour comprendre, voilà. Parce que l'homme nous critique qu'à dormir comme ça, il est qu'à dormir aussi. Mais ça force à nous qui gagnent. Donc nous montons un petit groupe là, et nous décider d'y porter plainte contre nous-mêmes. Très bien. Et, quel que soit côté nous croyons, parce que l'homme aurait mis à Montjoly, à Mouché Plénette qui est responsable du mot. L'homme roura à Mouché Labrador. Bon, quant à Mère Matouria, bon. Ça dépend pas un peu de où vous circulez, parce que si vous êtes sur une route on a compris le message. On a compris le message. On a compris le message. Alors, il débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les auditeurs. Qu'est-ce que le député en pense? Ouais, qu'est-ce qu'il en pense? On a compris la stratégie. Elle a compris. Alors, on a fait une émission, effectivement, pour dire que certaines routes, c'est l'État. Oui. Donc, à un moment donné, mais on comprend la stratégie de la dame pour dire, moi, c'est vous que je connais, monsieur le maire, c'est vous que je connais. Maintenant, débrouillez-vous avec l'État, monsieur le député. Bon, sauf si maire il est tombé la geôle, et puis, bon. Là, allez, tu vas trop loin, Rudy. Alors, c'était pour détendre un peu. J'ai compris. J'ai pas l'habitude de botter en touche. Il faut répondre directement à la dame. Bon, moi, rappelez-vous aussi, personnellement, j'ai souvent dit dans la campagne,
moi je veux être un élu, j'accepte la pression de la population. Ça ne me dérange pas. Voilà, bon, à partir du moment où on n'est pas dans l'insulte, etc., les gens ont le droit de critiquer, les gens ont le droit de proposer d'autres alternatives, les gens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ça ne me pose pas de problème. Ça alimente ma réflexion. Et justement, ça me permet de redire, parce que je n'ai pas eu le temps de terminer ma pensée, sur la question de la clairvoyance. Je pense que, et sur la responsabilité qu'on a par rapport au Congrès, parce que c'est ça que c'était ça la thématique, c'est assumer l'autonomie. Bien sûr, ça concerne un vote des élus. Ça concerne un long travail où il n'y a pas eu que des élus. Le comité de pilotage, c'est près de 90 personnes, de la société civile, tous les partis politiques, etc. Donc c'est énormément de personnes qui, tous les samedis, ont bossé. Tous les samedis. D'accord. Pendant des semaines et des mois. Les organisations autochtones, les socioprofessionnels, etc. Bon. Donc, Fabien Canavier aime dire, il ne faut pas avoir le syndrome de l'enfant parfait. Le syndrome de l'enfant parfait, c'est-à-dire les gens qui vont chercher la virgule, le petit problème, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Moi, le discours que je veux tenir, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire qu'il faut que tous, on soit responsables pour se dire qu'on ne peut pas tous avoir ce que souhaite. Moi, Jean-Victor Castor, le parti politique M2S, le document qui est proposé aujourd'hui, il y a longtemps qu'on le dit, mais on n'est pas satisfait de ce document-là. Mais ça veut dire qu'on voudrait que toute la population, que tous les élus, que tous les socioprofessionnels, que tout le monde soit d'accord avec la position du M2S. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Donc il y a Franck Apollinaire qui a écrit quelque chose sur le Facebook Live. Donc on a une responsabilité politique d'assumer l'échec aussi ou la réussite du projet. L'échec ou la réussite du temps aussi, du temps dans lequel on est. C'est de ça que je voulais parler. Et quand je parlais de clairvoyance politique, il faut parler aux gens, bien sûr pour que les gens comprennent, mais les gens ont bien compris qu'aujourd'hui la France, si elle n'a pas ce qu'on appelle les pays d'outre-mer, la France n'est plus rien. Il faut que tout le monde entende ça. Et aujourd'hui, mais il y a des chiffres, d'ailleurs, que je peux vous donner, vous redonner, pour que les gens comprennent. Audi, si je peux terminer, je veux dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'élus qui le disent à l'Assemblée, sur les médias, dans leurs assemblées, etc. La France n'a pas de poids politique à l'international si elle n'a pas nos pays. Clairement. Non, mais même économique, on peut dire aussi. Économique, en termes de perspective, en termes de géostratégie, de positionnement. Voilà. Par exemple, l'axe Indo-Pacifique, c'est un axe fondamental. La position de la Guyane en Amérique du Sud, c'est une position fondamentale. Pas que pour le spatial, pour tous les aspects géostratégiques. Donc ça veut dire qu'on doit prendre ça en compte. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle moi je demande à tous les élus politiques. C'est pas un effort à faire. On doit être au niveau de l'exigence et du temps dans lequel on est. On voit le pays qui s'effondre, on sait qu'on a un potentiel énorme. On ne peut pas aujourd'hui reporter, je le dis clairement, on ne peut pas reporter les échéances à chaque fois comme ça. Ce n'est plus possible. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'acter ce qu'on doit acter pour faire en sorte qu'enfin, la Guyane franchisse le pas. Franchira le pas de quoi ? Je l'ai dit encore ce matin sur un média, je le répète ici, Monsieur Macron, au nom d'une nouvelle doctrine européenne, par rapport justement aux enjeux géostratégiques, l'Europe a décidé de faire un inventaire des ressources minérales. Les gens, qu'est-ce que ça veut dire les ressources minérales ? Parce qu'on peut penser ressources minières, c'est au-delà, ça veut dire que tout le potentiel qui pourrait exister, y compris de matières qui n'avaient pas de valeur avant. Mais qui aujourd'hui sont au centre des rapports de force mondiaux. En gros, clairement, il faut que les gens sachent que le lithium, par exemple, pour faire les batteries, les terres rares, pour faire tout ce qui est microélectronique, puces, etc., ce sont des éléments essentiels et stratégiques, qui fait que la Chine, aujourd'hui, est leader mondial et impose à tous les pays du monde de venir s'agenouiller chez eux. Et l'Europe, les États-Unis aussi, cherchent à se repositionner, les pays de l'Occident, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pris du retard. Mais la France, pour le faire, elle a comme avantage et potentiel nos pays. Et je le dis à tous les Guyanais aujourd'hui, cet inventaire, et je le dis aux élus politiques aussi, nous ne devons pas être à la remorque, nous devons être au cœur de ces sujets-là. Et justement, pour être au cœur de ces sujets-là, il faut qu'on ait l'autonomie. Parce que la France a d'ores et déjà annoncé que concernant les terres rares, les deux pays dits d'outre-mer qui ont des terres rares, c'est la Polynésie et la Guyane. D'accord ? Messieurs, on ne peut pas à chaque fois ne pas être, on va dire,
être présent au moment où il le faut. C'est pas possible à chaque fois de rater un certain nombre d'occasions et d'opportunités. Et là, la question de la clairvoyance politique, la question de la responsabilité politique, c'est de voir ces choses-là. C'est d'être présent au bon moment. Et je termine, Rudy. Excuse-moi d'insister. Oui. Parce qu'il faut expliquer aux gens. Il faut juste qu'on aborde après l'encadrement. Voilà. La question de la compétence, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse des administrations déconcentrées de l'État avoir tous les pouvoirs sur tous les sujets qui sont les sujets stratégiques. Le sous-sol, on n'est rien du tout, on ne maîtrise pas parce que c'est dans les mains de l'État. Le foncier, on ne maîtrise pas parce que c'est dans les mains de l'État. La forêt, on ne maîtrise pas parce que c'est dans les mains de l'ONF, c'est dans les mains de l'État. Là, vous dites que ça suffit. Hein. Mais à un moment donné, mais on fait quoi alors? Tout le monde, tous les élus. Voilà. Donc à un moment donné, c'est ça en fait. Quand on demande un statut qui nous permet d'avoir ces compétences-là pour avoir accès à nos ressources, c'est pour permettre enfin à toutes nos collectivités d'avoir des recettes, mais des recettes énormes qu'on n'imagine pas. Bien sûr, en organisant justement le développement de ces filières-là. Mais aujourd'hui, on veut développer des filières avec quoi? Sans avoir les compétences. Donc en fait, quelque part, on se mord la queue, il faut arrêter. On a bien compris, le meilleur endroit ne serait-il pas dans ce congrès des élus? Je le redis, c'est une bonne question. Est-ce qu'il ne faut pas que dans cet ordre du jour, dès samedi, pourquoi pas, on aborde cette position, cette responsabilité politique, Jean-Victor Castor, en faisant le point clairement sur le SIOM et sur le processus d'évolution institutionnelle. Pourquoi? Parce que certains pourront dire, pourquoi pas, le SIOM est aussi un moyen d'arriver à une forme d'autonomie. Pourquoi pas? On peut entendre ça. D'autres vous diront, et là on entend chez Jean-Victor Castor, que non, il faut être à un moment donné sérieux, c'est ça l'idée, et il faut passer par une évolution institutionnelle. Moi je crois que ce sujet-là, j'ose poser la question, j'insiste là-dessus, est-ce que c'est pas finalement aussi un sujet fondamental? Non, moi je pense qu'au niveau des élus politiques, tout le monde a bien compris que le SIOM, que ce sont des mesurettes, etc. Moi je pense que là-dessus, je ne pense pas à part un ou deux élus, mais je pense que la grande majorité des élus, par contre il y a des élus qui vont vous dire, bon, Beta là déjà, bon ça nous prend. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire ne pas rejeter des mesures qui peuvent rapporter quelques petits millions par-ci par-là. Mais tout en sachant, tous les élus ont bien conscience que ce ne sont pas ces mesurettes-là qui vont permettre à Guyane de sortir du marasme dans lequel on est. Moi je pense que là-dessus, il y a une position relativement consensuelle et générale là-dessus. Par contre, là moi j'insiste, c'est sur le fait qu'on doit franchir le pas. Et comme tu le disais Rudy tout à l'heure, ça concerne bien sûr les élus politiques qui seront face à leurs responsabilités le 2, à ce congrès, mais ça concerne aussi, il faut le dire clairement, à l'ensemble de la société guyanaise. Parce que on a l'habitude de tirer chaque monde a tiré sur arbalète, post-congrès ou avant-congrès, moi je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, et on va où? Mon maire a dit souvent, à l'arrivée, nous avons dit ni chien, ni soufflet. Je voudrais juste poser une question. Poser une question, voilà, avec vous étiez en réunion avec le ministre des Transports, Clément Beaune. Comment s'est passée cette réunion, monsieur le député? En délégation aussi. Voilà, donc on était en délégation, on a rencontré le ministre. Donc tout à l'heure, je disais, j'ai commencé par la fin en disant que j'ai refusé de faire la photo. C'est pas une mise en garde. Mais enfin, moi, je ne sais pas, à l'issue d'une réunion comme ça, dire que bon, voilà, le ministre nous a entendu, qu'il était attentif. Vous ne parlez pas à la place des ministres. Voilà, bon, et puis j'ai pas envie de dire ça non plus. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que on a eu en face de nous un ministre qui, à chaque fois qu'il parlait, moi j'aime bien écouter attentivement ce que les personnes disent. Et j'aime bien surtout attendre l'atterrissage. Parce que je me rappellerai toujours, quand j'étais jeune militant, M. Chirac était venu en Guyane et il avait fait un discours sur le média public qui, pendant à peu près 70% de son discours, ressemblait à un discours d'indépendantiste. Et puis, à l'arrivée, il nous disait, le statu quo, c'est la meilleure des choses. Oui, ça a donné après. Il est urgent d'attendre. Voilà. Oui, on se souvient. Voilà, vous vous rappelez de ça? Donc, bien sûr. Bon, donc à un moment donné, il faut surtout tout écouter, prendre le temps et essayer de comprendre ce qui est dit en filigrane. Bon, quelque part, qu'est-ce que le ministre nous a dit? Je n'ai pas de problème, moi, pour les routes. Même pour la 2x2 voies. Attendez, non, mais je vais arriver là-dessus. Donc, il dit, j'ai pas de problème pour les routes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, je constate que nous, on vient porter une position, une posture pour le désenclavement de 7 communes sur 22. Et à aucun moment, dans la sémantique du ministre, dans ce qu'il dit, il ne parle jamais de désenclavement. Donc à l'arrivée, je lui dis, moi, quand je prends la parole, je lui dis, mais monsieur le ministre, vous ne parlez pas de désenclavement, nous sommes venus vous parler de désenclavement, vous parlez des routes. Et comme avec la délégation, avec la mission que j'ai proposée pour venir en Guyane sur l'aménagement du territoire et notamment la question du désenclavement, on a auditionné quelques jours avant
d'être en face de M. Beaune, la direction des routes de France. Donc, la direction des routes de France, donc les gens qui s'occupent de tout le financement des routes. Donc, c'est une administration qui est directement sous la responsabilité de M. Beaune. Et qu'est-ce que cette direction nous a dit à M. Zulesi, président de la commission développement durable, à Mme Guettet et à M. Le Seul, puisque nous étions les 4 parlementaires. Ils nous ont dit clairement, concernant la Guyane, il n'y a pas de route de désenclavement de prévu. Dans aucune programmation. Je ne parle pas pour l'année. Dans aucune programmation, il n'y a pas de désenclavement de prévu. Attendez, c'est important. Laissez-moi non, mais je vous laisse finir parce je veux marquer ça. Vous savez, j'ai fait tellement de débats avec des candidats qui promettaient la 2 fois 2 voies, les travaux. Enfin, il est 12h51, on est dans le grand forum, et je veux... Non, mais c'est important. Attention, peut-être être très précis, monsieur le député, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études. Hein. On sait qu'il y a des études, ça n'a rien à voir. Hein. Non, mais bon. Mais là, on je parle me rappelle, de moi, des interviews que j'ai fait. Programmation financière. Non, c'est important. Je le note. Parce qu'on va peut-être prendre cet extrait de l'émission. Donc laissez-moi terminer. Donc la direction des routes, clairement, dans aucun dispositif de financement pluriannuel de routes pour la Guyane, il n'y a pas de route de désenclavement prévue. 2 raisons. Parce qu'on auditionne et on questionne. Pourquoi ? 1, nous n'avons pas vocation à faire des routes pour des bassins de vie avec peu de population. Parce que la mission première de la direction des routes, ce sont des routes nationales. Donc ça veut dire que clairement, pour eux, faire par exemple la jonction Maré-Pas-sous-la-Cayenne ou la jonction de Maré-Pas-sous-la pour revenir rejoindre Apatou, pour eux, ce ne sont pas des nationales. Rappelez-vous quand même que c'est une logique qui est ancienne. Parce que moi, j'étais élu à la région de 98 à 2004. Apatou-Saint-Laurent, c'était le débat. Apatou-Saint-Laurent, l'État a refusé de financer, ce n'est pas une nationale, et que jusqu'à maintenant, c'est la collectivité territoriale qui doit gérer cette route. Donc, ça vient confirmer une doctrine, une posture qui est très ancienne. Deuxièmement, a été évoqué par la direction des routes, écoutez-moi bien, la protection de l'environnement. Et l'enjeu de protéger la forêt guyanaise, parce que les routes peuvent être une catastrophe. Donc du coup, moi, quand je suis face à M. Clément Beaune, qui est ministre du Transport, et qu'il dit à la délégation guyanaise, quand la délégation guyanaise parle d'enclavement et qu'il dit, moi, je n'ai pas de problème à faire des routes, mais qu'il n'emploie jamais le mot désenclavement, permettez-moi à un moment donné de lui poser la question directement, mais vous ne parlez pas de désenclavement, nous sommes venus vous parler du désenclavement. Êtes-vous pour ou pas, ou contre le désenclavement des routes? Deuxièmement, je lui dis, j'ai interrogé, nous avons auditionné votre direction des routes, et voilà ce qu'elle nous a dit. Est-ce que vous confirmez? Troisièmement, parce qu'il a parlé effectivement de programmation pluriannuelle, je lui ai dit, il y a une différence entre venir réhabiliter des routes d'une qualité déplorable, c'est sûr. Parce que vos routes nationales, ce ne sont pas des routes nationales. Venir nous parler de réhabilitation de ces routes, ou de faire un pont sur des routes, ou plusieurs ponts sur ces routes-là, qui existent déjà, donc je parle de routes existantes, ça n'a rien à voir avec le désenclavement de communes, etc. Donc on parle de 2 sujets différents. Et là, du coup, je lui pose une 3e question. Je lui dis, est-ce que, monsieur le ministre Beaune, est-ce que c'est à votre niveau, sur l'aspect politique, c'est-à-dire sortir de la doctrine pas de route en Guyane pour désenclaver, pour arriver à la doctrine, ok, on désenclave. Ça relève de vous ou ça relève du président de la République? Il a reconnu que ça relevait du président de la République. Deuxièmement, sur l'aspect financier. S'il s'agit de milliards, ça relève de vous ou ça ne relève pas de vous? Ça relève de Bercy. Et même, dès qu'on passe les 500 millions, ça relève même de l'exécutif. D'accord? Donc, il avoue, effectivement. Ça veut dire 3, est-ce que les ministères, notamment de transition écologique, tout ce qui concerne l'environnement, ça fera l'objet d'une commission ou d'un comité interministériel? Oui ou non? Oui, effectivement. Ces ministères-là, eux, n'ont pas encore dit ce qu'ils pensent du désenclavement ou pas. Donc, j'ai du mal, moi, à la sortie d'une réunion comme ça, de dire et de communiquer en disant on a été entendu, etc. Je ne sais pas faire ça, parce que pour moi, ce n'est pas conforme à la réalité des arcanes du pouvoir et comment ça fonctionne. Donc, et je pense qu'il faut être clair avec les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que la bataille qu'on mène pour le désenclavement, c'est une bataille où on aura affaire à plusieurs ministères,
on aura à faire concernant le financement, si on espère un financement de l'État pour déjà débloquer l'aspect politique. Derrière, il y aura l'aspect financement, une programmation pluriannuelle. C'est un combat qui est énorme. C'est un combat qui est énorme. Et pour terminer, si tu permets, Gilles, c'est sur l'aspect, quel jouera le rôle une fois, par exemple, qu'on aura la décision politique qui dira, OK, d'accord, on désenclave. Deuxièmement, qu'on aura le financement. 3. On a vu sur beaucoup de projets, derrière, il y aura des attaques pour bloquer. Bien sûr. Et on aura des administrations en Guyane déconcentrées de l'État qui vont nous sortir des tonnes et des tonnes de mesures et de paperasse et de normes administratives européennes et tout ce qu'on veut pour bloquer et empêcher ce désenclavement. Donc, il faut dire clairement aux gens, le combat, il est immense, il est lourd de responsabilités politiques et que tant qu'on n'aura pas acté l'aspect politique, la reconnaissance que la Guyane a droit à ce désenclavement, et même dans le rapport de force qu'on doit instaurer, poursuivre, parce que c'est ce que moi je dis au ministre, et on doit le répéter avec force, et ça doit être suivi des faits. Si vous ne voulez pas faire, nous allons faire. De la même façon que la région, à l'époque, en 98, a décidé de réaliser. Ce n'est pas une route en bon état, c'est avec les moyens qu'elle avait, mais la route a été faite par une collectivité sur ses fonds propres. Et c'est quand l'État va se rendre compte que la classe politique guyanaise a pris un autre chemin, un chemin de responsabilité, nous allons faire sans vous parce que vous ne voulez pas le faire, que vous allez voir que la France va débloquer les fonds. En fait, je voulais, mais là, ça sera l'heure de la conclusion, monsieur le député, on ne sait jamais, pour ceux qui ne comprennent pas le français, Moguedzila en guyanais, si nous prenons Goumen sérieux, si nous prenons Briga, eh ben nous payons jamais ça la route, donc il faut nous Briga. Voilà, je voulais dire en créole, en guyanais, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Est-ce que monsieur le député a le temps quand même de nous... Le standard explose, je ne sais pas quoi faire, il est 58. Il y avait l'annonce juste de rappeler quand même demain. Goumen, c'est pas guyanais? Ah oui. Goumen, c'est Briga qu'on dit? Briga. Oui, alors... Goumen. Ah bon, d'accord. Oui, donc en fait, bon, moi j'ai pu faire venir. Alors c'est assez exceptionnel parce que je le redis ici. Moi j'étais contre les missions. J'ai pu obtenir donc sur la commission de développement durable une mission spécifique sur la Guyane. Et le président de la commission a dû dire à son bureau, est-ce que vous acceptez qu'il y ait une mission spécifique sur la Guyane? Donc ça s'est fait sur des questions d'aménagement. Les besoins répondent aux besoins d'une population qui est croissante, qui dans 20-25 ans va doubler. Et donc, les questions du désenclavement, les questions des ouvrages d'art, parce que souvent on parle des routes, mais on oublie les ouvrages d'art. Juste pour dire, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous l'avez dit, nous, quand on a auditionné la direction des routes, j'ai posé la question, qu'est-ce qui est programmé? L'essentiel des fonds a été pris par le pont, leur pont. C'est pas un pont bricolé, les gens, c'est pas un pont bricolé. C'est un pont spécialement pour que les satellites passent, je le rappelle. Deuxièmement, la réhabilitation du pont de Kourou. Vous voyez, les deux ponts qui permettent aux satellites de passer. C'est ça qui est dans le programme. D'accord? Le programme de la DGTM, de la direction des routes, c'est ça en fait. La réfection du pont de Sosaba, d'accord? Et puis, il y a aussi le sujet de... Les gens disent les 2 fois de route, ça donnait quoi? Eh ben, sur la 2 fois de route... 2 fois de voie, oui. 2 fois de voie, excusez-moi. Sur la question de la 2 fois de voie, dans l'audition, ils ont parlé de la 2 fois 2 voies jusqu'au prog. J'ai insisté, j'ai redemandé et j'ai répété la question. La 2 fois 2 voies entre le pont du Larivot et Macoria, c'est pas programmé, il n'y a rien de prévu. Bon, ben voilà, chers auditeurs. Clairement. Mais de toutes les façons, les gens sont conscients. Tu refais pas, parce que vous avez vu que cette route-là, elle a été refaite. Bien sûr. Bon, tu refais pas une route pour ensuite dire puis derrière, que tu vas faire une 2 fois 2 voies. C'est la même question sur l'hôpital qui a été dit à M. Vigier aussi. J'ai enfoncé le clou lors de la réunion sur le SIOM en disant tout ce qui se passe aujourd'hui pour mettre les Guyanais devant le fait accompli. On bricole l'hôpital de Cayenne pour nous dire écoutez, bon, on a quand même investi pour le CHU, sur les CHU. Oui, c'est la question de l'emplacement. On va faire sur place. Voilà. Et là encore, moi j'ai pas. Bientôt un CHRU en Guadeloupe. Et moi j'ai pas envie de vous dire aux gens ici que M. Vigier, parce que c'est ce qu'il nous a répondu, écoutez M. Castor, j'ai compris, je suis d'accord avec vous, je vais étudier la question, je vais interroger le ministre Rousseau, etc. Mais je sais très bien, moi Jean-Victor Castor, que ce n'est pas M. Vigier qui est en capacité de répondre sur une question comme ça. D'accord? Voilà. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.